Tu me régales, le podcast où on parle de cuisine, de culture et de tous les produits asiatiques qui dorment dans tes placards et je m'inclus dedans. Moi c'est Estelle et aujourd'hui j'ai décidé qu'il était temps d'aborder un sujet qui te tient à cœur parce que ça t'empêche probablement de passer à l'action en cuisine, les ingrédients. Le mot est lâché. Reste encore un peu, je suis sûre que ça va t'intéresser parce que c'est très certainement pas ce que tu crois. J'ai l'impression que pour beaucoup, il faudrait une épicerie entière pour cuisiner japonais, des sauces mystérieuses, des produits introuvables, des noms qu'on ne sait même pas prononcer. Alors qu'en réalité, la cuisine japonaise, elle repose sur très peu d'ingrédients, tout le temps les mêmes en vrai, et une vraie compréhension de leur rôle en revanche dans les plats. C'est, selon moi, ce décalage qui crée beaucoup de confusion. T'achètes des produits, tu suis des recettes, mais tu ne comprends pas vraiment ce que tu es en train de faire, techniquement je veux dire. Alors dans cet épisode, j'ai envie de te parler de ces ingrédients essentiels, trop souvent mal compris, des réflexes occidentaux qu'on applique à une cuisine asiatique, et de l'utilité de comprendre ce qu'on fait pour rendre la cuisine logique. Alors pourquoi les ingrédients japonais déstabilisent ? Un petit rapide rappel, les bases de la cuisine japonaise, ça va être le riz, le bouillon dashi, parmi les condiments les plus importants, la sauce soja, salée évidemment, le mirin, le saké cuisine, 2 alcools de riz, l'huile de sésame et éventuellement le miso. Je vais pas redétailler tout ça parce que c'est un peu long et surtout c'est pas très intéressant en podcast, ça risque d'être beaucoup d'informations techniques. Pour ça, je t'invite à directement aller consulter l'article de blog, je mettrai le lien dans la description pour voir donc la liste sous les yeux et surtout comprendre leur utilisation. Alors, première étape, c'est vrai que déjà, il y a pas mal de noms barbares. Mirin, dashi, miso, on dit miso. Et pour la plupart de ces ingrédients, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours des équivalents directs en cuisine française. Du coup, quand on essaie d'expliquer les choses, on a tendance à faire des métaphores, à faire des analogies sur des produits qu'on utilise, mais en fait ça marche pas à tous les coups. Alors dans certains cas, effectivement, l'alcool, le saké cuisine peut être remplacé par du vin blanc, mais c'est pas systématiquement le cas. Du coup, ça peut embrouiller encore plus, parce que si ça marche dans une recette, on peut juste partir du principe que ça marchera sur toutes, et c'est pas le cas. En tout cas, pas toujours. Et même dans les livres, tu trouveras parfois des recommandations. On va t'expliquer que tu peux remplacer un ingrédient par un autre, si tu le trouves pas. Et il y a même des fois où on va te proposer de remplacer un ingrédient japonais par un autre ingrédient japonais, alors que ça n'a pas du tout la même utilité. Si je prends l'exemple le plus fréquent, ça arrive très souvent de voir dans les livres de cuisine qu'on nous propose d'utiliser du mirin pour assaisonner un riz vinaigré. Je t'explique. Le mirin, c'est un alcool de riz gluant. Le vinaigre de riz, c'est du vinaigre de riz. Quand on fait un riz vinaigré, on vinaigre son riz avec un mélange de vinaigre, sucre et sel. Il se trouve que le mirin est un alcool de riz gluant et donc du coup il est sirupeux et sucré. Ce que j'ai déjà lu dans des livres de cuisine, c'était si vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous mettez du mirin. Or, le mirin est un alcool, le vinaigre est un vinaigre. Certes, l'alcool apporte une touche d'acidité, mais pas autant que le vinaigre. Donc on perd complètement l'utilité. On a juste le sucre. Et si tu me crois pas, je t'invite à essayer de boire un shot de vinaigre pour voir si c'est comme un shot d'alcool. Alors justement, le mirin, parlons-en. Puisque c'est un peu l'ovni de la cuisine japonaise, c'est souvent lui qui pose problème, parce qu'il y a littéralement pas d'équivalent en fait en cuisine française, même si parfois on va parler d'alcool sucré, comme le cherry ou ce genre de choses. Je le répète, c'est un alcool de riz gluant, c'est pas un riz qu'on a rendu gluant, c'est un riz qui est gluant à la base, c'est une variété. De fait, au moment de la fermentation de l'alcool, l'amidon devient du sucre, et donc il devient sucré et sirupeux. Il va permettre d'équilibrer les sauces, puisque si le mirin est sucré et que la sauce soja est salée, ça va venir s'équilibrer au niveau des saveurs. Et puis surtout, il va apporter un glaçage assez naturel sur les préparations. Et moi, ce qui me gêne quand on t'explique, en plus dans un livre, que tu peux remplacer du vinaigre par du mirin, c'est que tu prennes cet exemple pour une généralité. Parce que dans le cas du riz vinaigré, si tu remplaces le vinaigre par du mirin, t'auras moins d'acidité, t'auras quand même le côté sucré et glacé. Donc à la limite, on va dire que ça peut passer du point de vue de la technique, mais du point de vue du goût, du coup, il y aura peut-être une saturation des papilles ou un déséquilibre. Et là où je me suis faite la réflexion, c'était que finalement, beaucoup des gens qui venaient à mes ateliers, ils avaient tendance à appliquer des réflexes de leur cuisine native, donc la cuisine française, sur des produits asiatiques, que ce soit chinois, coréens ou japonais. Par exemple, j'ai souvent entendu des personnes cuire leur riz japonais comme un basmati. Et pour moi, c'est de là que le problème vient. Il y a bien des notions sur lesquelles, effectivement, que ce soit la cuisine japonaise ou la cuisine française, il y a une base
assez identiques. Par exemple, en cuisine française, quand on apprend à faire une béchamel, on peut faire une sauce mornay. Je m'explique. Pour faire une béchamel, il faut du beurre, de la farine et du lait. Pour faire une sauce mornay, il faut du beurre, de la farine, du lait, donc une béchamel, à laquelle on va ajouter du fromage. Et on va obtenir une sauce mornay. Alors si tu sais pas ce que c'est une sauce ou une crème mornay, c'est ce que tu trouves dans souvent les friands au fromage, etc. Cette espèce de crème fromagère qui est à l'intérieur des feuilletés, ce genre de choses. Mais c'est pas que le cas sur la béchamel, en fait, c'est le cas sur plein d'autres techniques, bases de la cuisine française. La sauce hollandaise, par exemple, c'est du jaune d'œuf, du beurre, du citron. Et la béarnaise, c'est une hollandaise, donc jaune d'œuf, beurre, citron, plus estragon, plus échalote, par exemple. Et pour la crème pâtissière, parce que c'est quand même ça, moi, qui m'a fait le déclic quand j'étais en CAP cuisine, c'est que j'ai découvert qu'en fait la crème glacée, donc la crème à la vanille au chocolat que j'avais l'habitude de manger, d'acheter et de manger, en fait c'était une crème pâtissière qu'on avait glacée. Et ça je l'ignorais. Et en fait en cuisine japonaise, il y a un peu cette même logique. Il y a des condiments de base, et si on les combine entre eux, selon comment on les combine entre eux, et avec quelle quantité, on va obtenir des sauces de base. Mais le vrai problème quand on débute dans la cuisine japonaise, et qu'on a une batterie d'ingrédients qu'on a achetés parce qu'on a suivi des recettes un peu à l'aveugle, c'est de savoir quoi faire ensuite avec ces ingrédients. Parce qu'une fois qu'on les a achetés, malheureusement, on ne peut pas acheter une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'un produit. Généralement, on achète une bouteille entière. Et une fois qu'on a fait notre recette, on ne sait plus quoi faire avec les produits. C'est pour ça que c'est bien de comprendre quand même leur utilité au départ dans la recette ou dans la cuisine d'une manière générale. La zone de confort, ce serait de n'utiliser ce produit que pour refaire l'éternelle même recette par lequel on a découvert le produit. Par exemple, la plupart des gens connaissent la soupe miso et donc ils se disent que le miso c'est pour la soupe, alors qu'en réalité le miso ça s'utilise pour plein d'autres recettes, mais ils n'osent pas forcément l'utiliser pour autre chose que de la soupe. Alors je le disais, il y a quelques ingrédients qui sont souvent mal compris, mal interprétés, mal utilisés. On a parlé du mirin, donc cet alcool de riz gluant, mais même avec un ingrédient qui est fondamental de la cuisine japonaise, alors il est mal compris dans le sens où il est mal préparé souvent. C'est le riz japonais. Le riz japonais, c'est vraiment un pilier de la cuisine japonaise, on le retrouve à tous les repas, et même quand tu le manges pas, tu le manges. Je t'explique. En fait, le riz japonais, il est présent dans quasiment tous les condiments. Du coup, même quand tu manges pas un bol de riz japonais à proprement parler, il est probable que tu manges. Il est probable que tu manges du riz parce qu'on en a utilisé dans la préparation. Farine, huile de riz, vinaigre de riz, vin de riz, alcool de riz, pâte miso, etc. Je le disais précédemment, la grosse erreur déjà, c'est la cuisson. Cuire son riz japonais comme un basmati. Aïe. La deuxième erreur, c'est le servir comme le riz basmati, avec une sauce, mélangée. Alors qu'un bon riz japonais, en fait, il suffit à lui-même. Le riz japonais, il est suffisamment savoureux et parfumé pour être très bon nature. Alors ça veut pas dire qu'on le mange systématiquement nature, mais c'est vrai qu'on le sert nature. Et après chacun y met ce qu'il veut. Un peu de miso, un peu d'huile de sésame, un peu de copeaux de bonite, un peu de furikake, un peu de sauce soja et éventuellement un plat en sauce. Il y a aussi l'huile de sésame et son fameux point de fumée. Donc l'huile de sésame, c'est aussi un ingrédient qui est très utilisé dans la cuisine japonaise parce que l'huile de sésame japonaise torréfiée et pas toastée est très présente, très utilisée, que ce soit pour les cuissons ou l'assaisonnement. Et elle est très parfumée, de fait, elle a une saveur très caractéristique. Ce qui est important de savoir sur l'huile de sésame, c'est le point de fumée. Et le point de fumée, ça ne concerne pas que l'huile de sésame, ça concerne les huiles. En fait, le point de fumée, pour t'expliquer très rapidement, c'est la température à laquelle une huile commence à fumer, à se dégrader et à produire des composés au goût amer. Ouais, c'est un peu la définition Wikipédia. En fait, quand tu mets ton huile dans ta poêle et que tu commences à faire chauffer, c'est le temps qu'elle va mettre à faire de la fumée. Et donc quand elle fait de la fumée, normalement, elle est plus trop consommable. Elle perd ses qualités gustatives, nutritionnelles, et en plus, elle peut donner un goût de brûlé au plat. Alors en cuisine, généralement, plus la cuisson elle est chaude, plus l'huile doit avoir un point de fumée élevé. L'huile d'arachide, l'huile de tournesol raffinée, ça monte à peu près jusqu'à 220-230 degrés. Un peu aussi comme l'huile de riz qui est très utilisée dans la cuisine asiatique. Pour les cuissons douces et moyennes, tu as l'huile d'olive, 190 à 210 degrés selon la qualité, ou l'huile de colza, un tout petit peu en dessous. Et ce que tu vas souvent trouver en grande surface, l'huile de sésame toastée, elle s'arrête à 170 degrés, c'est très bas. Elle est plutôt faite pour parfumer. Alors, si tu veux cuire avec de l'huile de sésame, il faut pas la prendre toastée. Éventuellement, si tu veux une saveur très présente, tu peux la prendre torréfiée. Pour en être sûr, il suffit de regarder ce qui est inscrit sur la bouteille. En fait, au Japon, l'huile de sésame, c'est pas toujours une huile de cuisson, même s'il y a des cas où c'est même une huile de friture. C'est plutôt un condiment. Et donc,
Plus les graines sont grillées, plus l'huile est puissante. Et moins on en met. Enfin, selon moi, le dernier ingrédient sur lequel il y a une vraie incompréhension, c'est la sauce soja. Bon, déjà, je parle pas de sauce soja sucrée, on est d'accord. La sauce soja, c'est salé. Et surtout, ça n'est pas juste un jus salé. Je dis ça parce que très souvent, ce qu'on achète ou ce qu'on trouve le plus facilement, ça va être des sauces soja dont on a arrêté la fermentation, qui viennent de procédés industriels. Et vraiment, 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 je te recommande de te tourner au moins une fois vers une sauce soja artisanale. Tu vas voir que le goût est complètement différent. Il y a vraiment de la profondeur. Faut pas oublier que c'est le processus d'une fermentation. C'est vraiment, ce n'est pas juste de l'eau salée. J'en parlais juste un peu plus tôt, mais peut-être que ça commence par ce fameux biais occidental, cette volonté de cuisiner japonais, mais avec une logique occidentale, en faisant une analogie de tout ce qu'on connaît, en passant par tout ce qu'on connaît pour utiliser ou cuisiner des produits japonais. C'est comme si tu construisais une phrase japonaise mais avec une grammaire française. C'est très bizarre. Et puis aussi, il y a le marketing. La cuisine japonaise est aujourd'hui assez populaire, et c'est une bonne chose, tant mieux. Mais comme beaucoup de cuisines étrangères, elle est souvent présentée à travers une image un peu idéalisée, exotique. C'est des plats très esthétiques, des ingrédients qui se veulent un peu mystérieux, que ce soit dans leur goût ou dans leur méthode de production. Bref, on essaie de tirer en fait un peu la couverture de l'exotisme sur le Japon. Et le risque de tout ça, c'est qu'on retienne surtout l'apparence des plats ou des symboles ou quelques symboles, voire qu'on tisse une histoire carrément par-dessus sans forcément comprendre comment cette cuisine fonctionne au quotidien. Alors qu'en réalité, elle repose sur des bases assez simples et sur l'usage précis de quelques ingrédients. Par exemple, moi j'entends encore en atelier aujourd'hui que les Japonais ils mangent du poisson cru. Si tu cuisines japonais, c'est que tu vas manger du poisson cru. Bon, c'est un peu réducteur. Alors, il y a un truc sur lequel j'ai pas mal réfléchi, notamment depuis l'épisode que j'ai partagé avec Yacine sur la langue japonaise. Tu peux l'écouter, il est sorti il y a quelques semaines. On s'est fait la réflexion que finalement, quand on suivait une recette japonaise, on utilisait beaucoup la cuillère à soupe pour cuisiner. C'est assez peu grammé. Voilà, c'est vrai qu'en cuisine française, on va avoir 5 grammes de ceci, 2 grammes de cela, 10 grammes, etc. Alors qu'en cuisine japonaise, on va être déjà sur la partie cuisine. Alors je parle pas de la pâtisserie parce que c'est vrai que la pâtisserie, ça peut être très minutieux, très technique. Donc il faut pas forcément toujours sortir de la recette. Mais finalement, en cuisine, on va être assez flexible. Et en cuisine japonaise, on va beaucoup se baser sur des cuillères à soupe ou des cuillères à café. C'est une cuisine quotidienne qui est plutôt simple finalement, puisqu'on a tous une cuillère à café ou une cuillère à soupe dans notre tiroir à couvert. Mais il y a quand même un peu de précision, ne serait-ce que dans l'utilisation des produits. Alors si jamais ça t'intéresse de pousser ce sujet un peu plus loin, j'ai préparé un e-book gratuit sur les bases de la cuisine japonaise. Tu peux le télécharger sur mon site umikan.fr, umikan.fr, dans la section ressources gratuites du blog, ou directement via le lien dans la description de cet épisode. C'est un guide simple pour comprendre quels ingrédients acheter et surtout comment les utiliser au quotidien. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la cuisine japonaise, elle n'est pas nécessairement compliquée. Une bonne partie de la gastronomie japonaise est hyper accessible au plus grand nombre. Je vous l'ai dit, il vous faut que des cuillères à café et à soupe. Les recettes du quotidien, elles sont assez faciles, assez rapides, parce qu'elles ont vraiment pour but d'être pratiques. Mais c'est vrai que peut-être que la difficulté de cette cuisine se trouve dans l'approche des ingrédients essentiels pour cuisiner japonais. Une fois qu'on comprend le rôle des ingrédients, le riz, le dashi, le mirin, la sauce soja, etc., tout devient beaucoup plus lisible. Est-ce que tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes ici peut provoquer une tempête à l'autre bout de la planète. Eh bien, tu peux éviter à un japonais de s'étouffer avec une boulette de riz grâce à une action toute simple. Partager cet épisode à ton ou ta meilleur ami. Parce que tu connais, c'est comme ça que ça marche. C'est tout pour moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tu me régales. Bye bye.